gros hélicoptères font partie intégrante de la vie moderne, civile et militaire. Robustes et puissants, ils effectuent des tâches qui étonneraient les pionniers de l'hélicoptère. Ce C-53A, qui remorque un escorteur contre-torpilleur, est le descendant d'une longue génération d'hélicoptères marins, les Workhorse. Dès le début, l'hélicoptère est un outil idéal pour les missions de recherche et de sauvetage. Voici le Piasecki HUP-2 du début des années 50, baptisé le Hapmobile ou la chaussure à cause de sa forme. Spécialisé dans le sauvetage en mer au départ de vaisseaux ou de porte-avions, il secourt les pilotes qui s'écrasent au décollage ou à l'atterrissage. Les pilotes connaissent parfaitement les manœuvres d'urgence lors d'une opération de sauvetage, du moins tant qu'ils ne sont pas blessés. Ils n'ont qu'à empoigner rapidement le siège, monter dessus et se cramponner. Mais parfois, le pilote a besoin d'aide, comme ici, au cours d'un sauvetage conduit par le Sea King. Mis en service au début des années 60, les différents modèles du Sikorsky Sea King assurent eux aussi des missions de recherche et de sauvetage. Okay, crewman, stand by back there. All set in. Roger. Ce gros hélicoptère utilisé par l'armée de l'air va s'illustrer pendant la guerre du Vietnam sous le nom de Jolly Green Giant. L'hélicoptère a sauvé de nombreux soldats. Mais il s'est aussi distingué dans le domaine civil, comme nous l'explique Barbara Higgins, infirmière navigante. People between the ages of, say 5 and 45, trauma is what kills them. And the people who have major life-threatening types of injuries are going to die if they don't get to a major center within an hour. And air transport has been, I think, one of the biggest advances in increasing the life expectancy for these people if it's properly utilized. Dans les villes embouteillées, l'hélicoptère civil assure la liaison entre le lieu des accidents et les hôpitaux. The main thing that the helicopter provides is a fully trained physician with an intensive care unit nurse with all the equipment that we've got from an intensive care unit, and we can bring that to either a small outlying peripheral hospital or to the scene of an accident, utilize it at the scene, and then keep the same intensive care unit facility available to the patient for transport to a tertiary care centre. L'hélicoptère permet aussi d'apporter des soins d'urgence dans des endroits éloignés et difficiles d'accès. Le Sikorsky S-76 est l'un des nombreux appareils de taille moyenne utilisés dans le monde entier pour ce type de mission, car son aménagement permet de soigner les blessés pendant le transport. C'est l'héritier des hélicoptères d'évacuation sanitaire utilisés par l'armée américaine en Corée. Mais l'hélicoptère a bien d'autres moyens de sauver des vies humaines. The H-43B in the Air Force was known as the Husky, and its primary mission was air-base crash rescue. It did this as a means of carrying a fire bottle with a fire suppressant. Le Husky se rapproche de l'incendie, largue la bouteille de retardateur que les pompiers récupèrent et utilise le souffle du birotor engrenant pour rabattre les flammes, ce qui permet aux pompiers de s'approcher du feu et d'agir avec plus d'efficacité. Conçu par Charles Kaman, le Husky est également utilisé pendant la guerre du Vietnam, où il effectue de nombreux sauvetages spectaculaires. It was a sensational thing to see
And for years, it was very prominent in the Air Force list, and it was in the early days of flying in the Air Force when they were having crashes. Si le Husky peut sauver des vies humaines, c'est parce qu'il est lui-même un appareil extrêmement fiable. I think it's the only helicopter in history that had no accidents attributed to the helicopter for a crewman, a co-pilot, or a pilot. No injuries, which is an absolutely phenomenal record. Dès le départ, l'hélicoptère est perçu comme un moyen de transport idéal, surtout sur de courtes distances. I love to fly, and it certainly is efficient to go from here to Tokyo in 17 hours. Couldn't do that on horseback, walking, automobile, or anything else. But you have a choke point on either end, and you spend an awful lot of time that you lose and decrease the efficiency of any system by having to go through that. When you go into the realm of vertical flight, you're going to be able to come closer to where the person is and take him closer to where he wants to go, not going through a choke point. Mais l'idée de navettes par hélicoptère reliant les aéroports aux grands centres urbains en survolant les autoroutes embouteillées pose certains problèmes. Voici le Ferry Rotodyne, un hélicoptère de transport révolutionnaire conçu en Angleterre dans les années 50. Un accord transatlantique permet à la société Kaman de le commercialiser aux États-Unis, comme le raconte Charles Kaman, son fondateur. So the idea was that as a city-center transport, you would fire up your tit jets and land as a helicopter, and take off as a helicopter, and immediately become airborne, turn off the jets. The rotor would auto-rotate as in the old autogyros, and you'd be propelled by the propellers and the engines on the side. It flew, it was very successful. And at one point, we became affiliated with the Ferry Company, who was the designer, and that as their United States affiliate. And there was an organization known as New York Airways, and I was actually successful in closing a deal for the sale of, I think it was 5 or 6 Rotodynes for New York to go to the airport and around and so on. Mais le contrat avorte pour des raisons politiques et le rêve de faire atterrir de gros hélicoptères au sommet des buildings s'écroule. Un accident à New York entraîne l'interdiction de ces atterrissages et par ailleurs, le bruit, les vibrations et la lenteur des hélicoptères n'enthousiasment guère le public. En revanche, l'armée a toujours utilisé l'hélicoptère comme transport de masse. Et des engins à la pointe de la technologie comme le Boeing Vertol 360 sont peut-être la réponse aux problèmes posés par le bruit et les vibrations dans le transport civil. If I want to fly from New York to Los Angeles, I certainly don't want to go in a 150-knot helicopter. At the same time, if I want to go out here and ride my horse in Middleburg, Virginia, I'd rather go by helicopter than I would by fixed wing when I'd have to go to National Airport and fly into Warrenton Airport and drive back and forth on either side. Depuis les années 50, l'hélicoptère est un moyen de transport rapide et efficace, apprécié des dirigeants d'entreprise, des hommes politiques ou de toute personne pressée et assez riche pour se l'offrir. Au milieu des années 60, le Bell 206 Jet Ranger, un modèle militaire de la fin des années 50, semble l'appareil idéal pour ce type d'activité. Les Jet Rangers d'entreprise font alors partie du paysage en Amérique et dans le monde entier. Près de 4000 de ces appareils sont vendus pour le transport commercial et ils sont les plus célèbres de leur catégorie. En 1967, à Lakewood, en Californie, la police expérimente 3 hélicoptères Hughes comme appareil de patrouille et c'est un véritable succès. Un an plus tard, les cambriolages ont baissé de 6% et les vols de 15%. En 1967, le taux de criminalité enregistre une hausse de 9% dans l'ensemble des États-Unis.
À Lakewood, en revanche, il baisse de 8%. Depuis les années 50, les présidents américains utilisent les hélicoptères pour les vols courts. Le Sikorsky VH-3A, dérivé du Sea King, construit pour l'armée de terre et la marine, sert d'hélicoptère présidentiel. Mais il n'est pas le seul. Le président Ronald Reagan quitte ici l'Air Force One à bord du Bell UH-1 UA, symbole impérissable de l'hélicoptère militaire au Vietnam. Tout ce qui s'envole doit fatalement redescendre. Et les astronautes de retour des missions Mercury, Gemini et Apollo regagnent tous leur porte-avions par hélicoptère. Voici le Sikorsky Sea King qui débarque les vainqueurs de l'espace sur le tapis rouge. Mais c'est par gros temps que l'hélicoptère lourd donne toute sa mesure. Décoller et atterrir par gros temps sur la plateforme étroite d'un navire est un exercice périlleux. Le système RAST peut être très utile pour minimiser ce danger. L'hélicoptère jette un filin qui est rattaché à un câble du navire et il n'y a plus qu'à littéralement le haler sur le pont. Avec l'installation des premières plateformes pétrolières, on cherche à prospecter toujours plus loin. Depuis l'époque du Bell 47, l'autonomie des hélicoptères n'a cessé de croître. En 1970, le Bell 212, version biturbine du UA, d'une autonomie d'environ 480 km, fait partie des nombreux hélicoptères moyens utilisés par l'industrie pétrolière. Dans les années 30, installer une ligne haute tension est une opération presque surhumaine. À la fin des années 50 et au début des années 60, les hélicoptères de transport lourd vont considérablement faciliter cette tâche. L'armée de terre teste l'héligrue de Sikorsky pour la première fois en 1963. Équipée de 2 gros turbomoteurs, elle peut soulever jusqu'à 12 tonnes et demie et elle est donc idéale pour le transport de lourdes charges dans des endroits difficiles d'accès. Un travail qui prendrait des heures, voire des jours, est ici effectué en quelques minutes. Les conditions de travail de cette équipe sont aussi pénibles que dans les années 30, mais au moins, cela prend moins de temps. Normalement, l'héligrue est guidée d'un poste de pilotage, mais pour les opérations de transport, elle peut l'être du poste cargo, une nacelle placée derrière le cockpit et depuis laquelle on contrôle l'hélicoptère en vol stationnaire. Cette héligrue transporte les sections préfabriquées d'un refuge de montagne à 400 mètres d'altitude. Le transport des 5 sections et leur installation prendront moins d'1 heure et demie.
Cet hélicoptère de transport lourd, d'allure frustre, a été utilisé aussi bien pendant la guerre qu'en temps de paix. Outre une brillante carrière au Vietnam, il a maintes fois participé à de grands travaux civils. Plus petit, le McDonnell 120, conçu en 1951, n'aura jamais de succès. C'est aussi un hélicoptère de transport dont le chargement peut être suspendu sous le fuselage. Son système de rotor, entraîné par des réacteurs en bout de pale, résout les problèmes de couple. À l'autre bout de la gamme, la grue volante Hughes H-17 est l'un des plus gros hélicoptères de transport à turboréacteur. Il vole pour la première fois en 1952. Ces énormes rotors de 40 mètres semblent tourner lentement, mais la vitesse en bout de pale est assez élevée pour maintenir l'appareil en l'air. Les deux turbomoteurs General Electric propulsent de l'air comprimé dans les rotors. Cet air comprimé mélangé au carburant dans les tuyères en bout de pale s'enflamme. La poussée est alors suffisante pour soulever une charge supérieure à 4,5 tonnes. Mais à l'instar d'un autre géant d'Howard Hughes, baptisé le Spruce Goose, la grue volante ne dépasse pas le stade du prototype. En dépit de sa capacité de transport, le projet est annulé. L'armée de l'air doit en effet réduire son budget après la guerre de Corée. Le turbotransporteur Piasecki H-16 est un autre gros hélicoptère du début des années 50. À peu près de la même taille que l'avion de transport Douglas DC-6, il est équipé de deux gros turbomoteurs. Mais aucun des gros hélicoptères américains ne peut rivaliser avec le plus gros des hélicoptères russes en termes de taille et de capacité. Mikhail Mil est le concepteur d'hélicoptères le plus renommé de Russie. Ses recherches sur le giravion ont révolutionné la conception de l'hélicoptère russe. À sa mort en 1970, Marat Tishenko prend la relève. Sergei Sikorsky lui sert ici d'interprète. This helicopter then provided very often the only link between the people scattered throughout all of Siberia, because during the very, very long Siberian days in the summer, these helicopters could fly, could provide communication and supplies to all of the people scattered throughout Siberia. Because then in the long winters, of course, they could use the rivers, the frozen rivers, as natural transportation routes. But in the summer, the helicopter proved to be often the only way of communicating. Доктор Миль шутил и говорил, что Россия – это страна, специально созданная для вертолетов. Mr. Mill would often joke about the fact that Russia was a country created specifically for the helicopter. Le Mil Mi-10, conçu au début des années 60, est encore plus performant. Il peut en effet soulever plus de 15 tonnes. En 1965, on met au point la version grue volante, avec un poste de commande orienté vers l'arrière et un système de contrôle par télévision en circuit fermé. Mis en service dans les années 80, le Mi-26 peut transporter 20 tonnes. Il a une autonomie de vol de 800 km et une vitesse supérieure à 272 km/h. Aucun hélicoptère de série au monde ne peut rivaliser avec lui. Couramment utilisé en Sibérie où le climat est extrêmement rude, il est d'une fiabilité à toute épreuve. La supériorité des Russes dans le secteur des hélicoptères de transport lourd est évidente. La charge utile du plus gros hélicoptère américain, le CH-53E Super Stallion, est de 14 tonnes et demie, soit 6 tonnes de moins que celle du Mi-26. Lors de sa présentation au Salon de l'aéronautique à Paris en 1981, le Mi-26 étonne le monde de l'aviation. La capacité de transport de ce gros hélicoptère égale celle du C-130 Hercule. Mais en dépit de sa taille et de sa capacité de transport, le Mi-26 n'est pas le plus gros hélicoptère construit par les Russes. Cet honneur revient au géant expérimental, le Mil Mi-12, conçu en 1965
et qui, en 1969, réussit à porter une charge utile de près de 45 tonnes à 2000 mètres d'altitude. Ces 4 moteurs et ces 2 énormes rotors en font le plus gros hélicoptère du monde. Par comparaison, la charge utile du CH-47 Chinook, soit 12 tonnes, paraît dérisoire. Mais le poids n'est pas le seul critère et le Chinook, après des années de bons et loyaux services, reste l'un des hélicoptères les plus répandus et les plus appréciés. Il a volé pour la première fois en 1961 et son rôle dans la guerre du Vietnam est incontestable. Près de 30 ans plus tard, les Chinooks sont encore utilisés pour une multitude d'opérations difficiles dans le monde entier. L'Apache est un hélicoptère d'attaque qui s'est distingué lors de l'opération Tempête du désert. C'est le dernier né d'une génération d'hélicoptères qui a vu le jour dans les années 60. I would have to tell you that when we came out of Vietnam in the early 70s, there was a serious challenge about whether or not air mobility could support land forces elsewhere in the world. Recall in the early 70s, the chief threat at that moment was the Soviet threat, the Warsaw Pact, Europe, very sophisticated integrated air defenses, heavy-duty anti-tank weapons. Could helicopters survive in that kind of environment? And that brought a whole new change to the tactical application of the lessons that we learned over 9 years in Vietnam. Le tout premier hélicoptère d'attaque moderne est le AH-1 Huey Cobra. Jusqu'à ce qu'il soit introduit au Vietnam en 1967, hormis quelques expérimentations en usine, on s'était contenté d'adapter les appareils initialement prévus pour d'autres missions. Bien qu'il soit équipé du moteur, du rotor et du système d'entraînement du UH-1 Huey, le Cobra n'a rien de révolutionnaire. Mais sa rapidité, son fuselage aérodynamique et son armement impressionnant en font un véritable hélicoptère d'attaque. Alors que les Huey Cobra arrivent au Vietnam, aux États-Unis, on teste un autre hélicoptère d'attaque. Contrairement au Cobra, le Lockheed AH-56 Cheyenne est un véritable hélicoptère militaire. Équipé d'un rotor rigide Lockheed et d'un rotor propulsif pour le vol en palier à grande vitesse, le Cheyenne est en fait un appareil convertible qui peut voler très rapidement grâce à de petites ailes. Les nouveaux missiles anti-char TOW sont l'armement clé du Cheyenne, mais il dispose également de 6 missiles filoguidés, de mini-mitrailleuses de 7,62 et de canons anti-char de 30 mm.